Nous menons, soyons honnêtes, une guerre par procuration. Nous menons une guerre par procuration, mais nous ne donnons pas à nos mandataires la capacité de faire le travail. Et, depuis des années, nous les laissons se battre la main liée dans le dos. C'est cruel. C'est cruel. Il faut maintenant leur donner ce dont ils ont besoin. Il faut dire. Eh bien, bonjour, c'est encore moi. Aujourd'hui, nous sommes le 10 à 8 septembre 2025. C'est jeudi, je le crois. Je voulais vraiment parler, par exemple, du renvoi de Jimmy Kimmel, qui était largement mérité, et de la réaction de ce qu'on appelle la gauche médiatique et des personnalités qui ne sont pas vraiment de gauche. Je veux réitérer ce que je dis sans cesse. Le Washington Post, CNN, tous ces gens, ces enseignants américains, corrompus beaucoup d'entre eux, qui ont enfoncé les États-Unis dans l'imbécilité, le wokeness, la déviance et, en général, la laideur. Ces gens ne sont pas de gauche. Tout ce qui est qualifié de gauche aux États-Unis ou en Occident n'est pas de gauche, c'est le néolibéralisme, essentiellement une secte mortifère dont la tâche financée par toutes sortes d'organisations et de personnalités est de finir de détruire l'Occident combiné en termes de culture. Ne vous y trompez pas, nous vivons dans un monde façonné par cet Occident combiné. Je reviens sans cesse au point de départ pour expliquer aux gens que ce dont on parle n'est sûrement pas la gauche, c'est le prolongement des politiques économiques libérales et néolibérales qui ont ruiné l'Occident combiné. Les États-Unis sont sur un précipice économique. Ce que vous avez entendu au début explique cela aussi, c'est le résultat de cette soi-disant culture et d'un manque d'éducation. Boris Johnson est évidemment un imbécile, et pourtant, il a été Premier ministre du Royaume-Uni. C'est le produit de ces cursus dits lettres et sciences humaines, des Ivy League ou d'universités privilégiées au Royaume-Uni ou d'un séminaire en France. Voilà ce qu'ils produisent. Et quand on dit que le Labour est de gauche au Royaume-Uni, non, c'est sûrement pas de la vraie gauche. Rien de ce qu'ils soutiennent n'améliore réellement la vie des gens. C'est la même chose pour les fanatiques libertariens du soi-disant GOP. Ils sont pas conservateurs. Les États-Unis n'ont pas de parti conservateur, il y a des voix conservatrices, mais la plupart ne le sont pas vraiment, parce qu'elles ont été remplacées par des fanatiques Israel First, des zélotes chrétiens, sionistes. Il n'y a rien de conservateur chez eux. Si le fondement idéologique de votre mouvement n'est pas le conservatisme au sens normal, mais le rêve libertarien de ne pas payer d'impôts et d'escroquer les gens via le libre marché, ce qui signifie piller Wall Street. Alors ce sont, eux, vos conservateurs, ce sont des dealers, toutes sortes de gens, et les fanatiques. d'AIPAC, voilà qui ils sont. Je veux insister sur ce que beaucoup ne comprennent pas. L'assassinat de Charlie Kirk, le meurtre de Charlie Kirk, a produit des conséquences dans le monde que beaucoup n'arrivent toujours pas à saisir, et c'est sûrement pas à propos de Fox News, de la droite soi-disant conservatrice. Il n'y a rien de conservateur chez eux, ce sont juste des crétins Israel First, comme il y a des idiots à CNN ou ailleurs. Parlons plutôt de la vraie gauche et des vraies idées de gauche. Ce qui passe pour la gauche, en Occident, n'en est pas. C'est pas pour dire que je suis moi-même de gauche. Sur certaines questions économiques, je penche à gauche, la vraie gauche. Mais j'ai aussi un penchant libertarien, un penchant, pas la philosophie fondatrice de ma vie. C'est un autre débat, mais je suis fatigué d'entendre des gens se proclamer de gauche alors que Hollywood n'est sûrement pas de gauche. Ce sont des déviants, des pédophiles pour certains, et ils se couvrent de philosophies creuses que beaucoup d'Américains et de gens dans le monde avalent. Autre question adjacente, regardez comment M. Trump humilie le roi d'Angleterre, le soi-disant Charles, peu importe son numéro 25e ou quel que soit le titre. Cela en dit long sur nos élites dans l'Occident combiné,
Et la vraie question, l'armée américaine est-elle compétente? Je suis clair là-dessus depuis un moment. Je ne peux pas fonctionner continuellement dans le cadre de cette solidarité corporative. Il y a beaucoup d'officiers talentueux, même brillants, dans l'armée américaine, mais l'état-major supérieur est incompétent. On voit maintenant des manifestations de cette incompétence partout. C'est pas seulement que Kellogg est un clown corrompu jusqu'à la moelle, il ne comprend pas la guerre. Aucun militaire américain ne connaît vraiment la guerre, ils n'en ont jamais vu. Ils croient que une opération de police à haute intensité en Irak ou en Afghanistan est la norme. Ce n'est sûrement pas le cas. Regardez de près les officiers supérieurs du Pentagone. Ces gens font peur par leur incompétence et leur manque de professionnalisme au niveau opérationnel et stratégique. Je le dis et je le répéterai, la stratégie, et notamment la stratégie militaire intégrée à la grande stratégie d'un État est inexistante aux États-Unis. J'ai toujours tendance à écouter avec un petit sourire en coin tous ces types issus des cours stratégiques, vous savez, des universités ou des académies de guerre qui se mettent à citer encore et encore Sun Tzu et Clausewitz. C'est ennuyeux, écœurant, laissez tomber. Franchement, tout ce qui a été écrit stratégiquement aux États-Unis, que ce soit dans les manuels de terrain ou dans toutes ces études dites stratégiques et choses de ce genre, c'est de la camelote. La plupart, oui, il y a très peu à en tirer. Par exemple, les travaux de l'amiral Sebrowski et de son groupe sur la guerre en réseau, oui, ils contenaient un noyau de vérité intéressant, avec des concepts pratiques, opérationnels et tactiques solides, parfait, mais sur le plan stratégique, qui donc a écrit quelque chose de vraiment stratégique aux États-Unis? Le pays n'a jamais produit de stratège de renommée mondiale, à part sûrement l'amiral Mahan, c'est tout. Il n'y en a pas eu d'autres. Voilà où nous en sommes. Alors commençons par un exemple qui explique bien leur manière de penser, parce qu'en réalité, c'est assez drôle. Voilà. Il semble que, en plus d'être pathétiquement inefficaces, nous avons soudain cette situation où c'est en fait un missile polonais qui a causé les dégâts attribués à une attaque de drones russes. Les médias parlent de un projectile de 3 mètres de long. Bon, c'est pas... oui, c'est un projectile, un missile IM-120, AMRAAM tiré depuis un F-16 qui aurait touché une résidence. Le journal Politico, un grand média polonais, a rapporté que le seul dégât confirmé de ce que la Pologne affirmait être une incursion de drones russes dans son espace aérien avait en réalité été causé par un missile polonais tiré depuis un F-16 de l'OTAN qui a frappé un bâtiment résidentiel. Alors la question évidemment est quelle est l'efficacité réelle de ces avions et de ces missiles? Eh bien, pas très grande. En fait, ce missile AIM-120 n'a même pas réussi à s'armer ni à exploser, tant mieux, parce qu'on ne veut pas que des civils polonais meurent. Pour rien, vous comprenez. Rzeczpospolita Pospolita a rapporté mardi que la plupart des drones impliqués dans l'incident ne transportaient pas d'explosifs et n'ont causé aucun dégât. Oui, nous le savions déjà. En réalité, la plupart de ces drones avaient probablement été envoyés depuis le côté ukrainien vers la Pologne. Mais il y a eu une exception dans le village de Wola, près de la frontière avec la Biélorussie, où ce que la Pologne a décrit comme un objet volant non identifié s'est écrasé sur une maison privée, endommageant le toit, mais sans faire de victimes. Pourtant, un journaliste occidental a affirmé que la maison avait été frappée par un drone russe. Voilà les médias occidentaux. Les gens normaux ne travaillent pas dans ces médias occidentaux qui, pour la plupart, sont des médias de l'establishment. Leurs reporters sont des imbéciles, beaucoup. D'entre eux sont des criminels parce qu'ils ont promu cet agenda violent dont nous avons vu l'une des conséquences avec l'assassinat de Charlie Kirk. Tout cela vient de la même racine. En réalité, ça se ramifie simplement dans toutes sortes de manifestations. Et donc, comme tout le monde l'a compris désormais, sauf l'armée américaine et beaucoup de ses soi-disant conseillers, nous avons ici un cas de false flag, une opération sous faux drapeau, et
encore une fois, une performance pathétique, comme toujours, des prétendues capacités de défense aérienne de l'OTAN. Et maintenant, parlons de ce monsieur, James Stavridis. James Stavridis est chroniqueur pour Bloomberg Opinion. Bloomberg, c'est, disons-le franchement, les égouts. Des gens normaux ne travaillent pas, comme je l'ai déjà dit, dans les médias américains. Et regardez qui il est. Un amiral de la marine américaine, à la retraite, ancien commandant suprême des forces alliées de l'OTAN et vice-président des affaires mondiales au sein du Carlyle Group. Et qu'est-ce qu'il propose? Comment une zone d'exclusion aérienne pourrait sauver l'Ukraine? Il parle de l'incursion effrontée de drones russes en Pologne et en Roumanie qui exige une réponse de l'OTAN. James Stavridis est un amiral américain. C'est un de ces hommes formés dans ce qui sont en réalité des fabriques de diplômes qu'on appelle l'éducation militaire aux États-Unis. Aujourd'hui, aucune véritable académie militaire américaine ne produit d'officiers compétents capables de comprendre les réalités de la guerre au XXIe siècle. Aucun, zéro. James Stavridis ne comprend pas cela. C'est un général, enfin un amiral américain issu de ce cadre fabriqué de toutes pièces, pour dire les choses poliment, qu'est l'histoire militaire américaine, et il comprend même pas ce que sont les marines modernes. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, cet amiral a été commandant suprême de l'OTAN. Peu importe. Combien de mois il a passé dans une quelconque académie de guerre ou au Commandant, General Staff College de Leavenworth, au Kansas. Les officiers qui sortent de là ne sont pas compétents. Ils ne comprennent pas la guerre moderne. Ils n'ont tout simplement aucun outil parce que l'éducation militaire américaine et l'environnement militaire américain ne leur fournissent pas les outils pour réellement mener une guerre. Cela n'a jamais été le cas parce que, évidemment, les États-Unis ont perdu tous les conflits auxquels ils ont participé, à l'exception, vous savez, et même en Irak, ils ont perdu. Mais ils continuent de croire qu'ils peuvent fournir une couverture aérienne. James Stavridis devrait étudier les opérations, ce qu'il n'a manifestement jamais fait, en particulier dans le domaine de l'aviation, et surtout dans le domaine que je dois évoquer clairement, les forces armées américaines n'ont aucune compréhension de la défense aérienne moderne. Si l'on considère le niveau pathétique de la défense aérienne et des missiles américains, et j'ai déjà pris position là-dessus, les États-Unis ont perdu la course aux armements. Non seulement ils l'ont perdu, mais ils l'ont perdu de très loin. L'écart est impossible à combler, surtout en ce qui concerne les armes hypersoniques et en ce qui concerne les complexes de défense aérienne du niveau du S-400, sans parler du S-500 ou même du S-350. Et je ne parle même pas des systèmes de courte et moyenne portée comme le S-350, le Buk M3 et le Pansir. Les États-Unis n'ont aucune expérience, aucun point de référence. Les Européens non plus. Que peuvent-ils faire? Ils n'ont tout simplement rien. Et nous avons déjà tout vu de ce qu'il y avait à voir. En Ukraine, nous l'avons vu. En Israël aussi. Et d'autres exemples du même genre. Le meilleur critère d'efficacité, c'est la pratique, surtout au combat. Et nous savons comment leurs systèmes se sont comportés. Ils ne peuvent pas combler cet écart. Alors commençons à explorer ce que M. Stavridis ne comprend sûrement pas. Voilà ce que nous avons. The New York Times parle de cette idée de zone d'exclusion aérienne. Pourquoi ne pas l'appeler une zone d'exclusion aérienne? C'est à peu près ainsi que cela sera décrit. Alors, nous avons cela. Il y a 2 jours, Marc Santo rapportait depuis Kiev. Évidemment, il ne toucherait jamais aux véritables données de guerre au Pentagone, parce que pour eux, ce serait essentiellement une humiliation implicite qui montrerait à quel point leur niveau est pathétique. Alors ils disent une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Les défis pour l'Occident seraient énormes. Au moins, cela signifie que la Pologne suggère une telle zone après une importante incursion russe, mais l'hésitation politique et les lacunes militaires posent des obstacles évidents. Eh bien, Stavridis, ce type qui ne comprend pas ce qu'est la guerre,
Il n'a aucune idée. Encore une fois, l'armée américaine ne comprend pas ce qu'est une guerre continentale de l'ampleur. De ce qui se passe aujourd'hui dans l'ex-Ukraine, évidemment. Monsieur Poutine a déclaré ouvertement aujourd'hui qu'il y avait 700 000 militaires russes le long de la ligne de contact. Les États-Unis ne peuvent même pas assimiler cela. Alors, de là à combattre encore, à moins à se comparer ou à se mesurer à la défense aérienne et aux frappes de longue portée de la Russie, c'est tout simplement une autre catégorie. Et c'est ce que j'essaie de dire depuis plus de 10 ans. Donc, Marc Santo, au moins, admet qu'il y aura d'énormes problèmes. Mais ensuite, voyons ceux dont il parle d'autres. Oui, il évoque cette incursion, ces drones russes, bien sûr. Il dit que la nature de la menace russe a changé, car le Kremlin s'appuie désormais sur la production de masse de drones de longue portée au lieu d'avions de chasse traversant le ciel. Quel imbécile. Et il ne comprend évidemment pas que l'aviation russe est activement impliquée à la fois dans l'appui aérien rapproché et bien entendu dans l'utilisation d'armes à distance. Mais encore une fois, tout cela découle de cette histoire fabriquée de toutes pièces de l'armée américaine, d'Hollywood et de gens qui n'y comprennent rien. Et bien sûr, il boit la potion empoisonnée fournie par toutes sortes de salopards du régime néo-nazi de Kiev. Et les États-Unis se sont salis non seulement en soutenant le génocide à Gaza, mais bien sûr aussi en soutenant et en entraînant les forces nazies en Ukraine. Voilà. Ils ont perdu toute forme de supériorité morale pour parler de quoi que ce soit. Mais nous en sommes là. Et donc, ils rêvent, ils fabulent, comme toujours. Mais les défis politiques pour que l'OTAN impose une zone d'exclusion aérienne restent importants, disent les analystes. Il n'y a sûrement pas de bons analystes aux États-Unis ni à des niveaux de pouvoir de ce type. Les analystes disent que les avancées technologiques depuis 2022 ont également rendu cette proposition difficile sur le plan militaire. Eh bien, et si on rappelait simplement que cela n'a jamais été possible dès le départ, mais encore une fois, vous ne pouvez pas aller, par exemple, à l'académie militaire américaine de West Point. D'abord, les États-Unis n'ont pas d'académie qui forme spécifiquement des officiers de défense aérienne, comme c'est le cas en Russie, et vous ne pouvez pas expliquer à un cadet moyen, disons en 4e année, à l'académie militaire de West Point, ou même à certains du Army War College, qu'en matière de défense aérienne, les États-Unis ne sont même pas dans le même univers que la Russie. Ils sont tout simplement technologiquement en retard. Mais vous savez quoi? Qu'est-ce que ces Russes savent? Ceux qui, de manière constante tout au long de la seconde moitié du XXe siècle, ont brillé en matière de défense aérienne. Mais ils vont évidemment pas le reconnaître. Et donc, voilà le problème stratégique, voilà ce qui tient lieu de stratégie aux États-Unis et dans leur armée. Et cela montre essentiellement à quel point ils sont sensibles et effrayés parce qu'ils savent qu'ils sont mauvais. Au moins, certains le savent. Si les alliés occidentaux de l'Ukraine s'engageaient réellement à aider à protéger le ciel ukrainien, cela poserait un dilemme. S'ils échouaient à stopper les drones russes, cela exposerait l'impuissance de l'OTAN. Qui a dit que ce ne serait pas le cas? L'OTAN est un tigre de papier, tout comme l'armée américaine. Elles ne sont bonnes qu'à bombarder des mariages afghans. Soyons très clairs là-dessus. Donc, les États-Unis ne seraient même pas capables de déployer quoi que ce soit si cela en venait là. Mais oui, tout cela n'est qu'une question de communication. Ils ont peur d'être ridiculisés, ce qui est déjà arrivé, et le reste du monde le confirme aujourd'hui par ces dynamiques, avec le Sud global qui se moque désormais ouvertement des États-Unis et de l'OTAN. Et eux, oui, ils craignent d'être exposés, d'avoir l'impuissance de l'OTAN mise en cause. Lumière, bien sûr. Et puis, voilà, s'ils interceptaient ces drones avec des missiles coûteux, leur seule option, réelle, avec les défenses actuelles, cela épuiserait rapidement leurs arsenaux. Oui. Alors, aller à Wall Street,
allez dans les écoles de l'Ivy League et en économie, oui, apprenez ce qu'est l'économie. Non, cela n'a rien à voir avec le fait de gagner de l'argent. Bien sûr, la rentabilité au niveau macroéconomique compte. Mais voilà comment on contrôle ces économies. Mais eux ne comprennent pas ce que sont les vraies économies. Ce qu'est la production de valeurs tangibles, parce que les États-Unis ont été complètement désindustrialisés. Ils essaient de... ce qui signifie que j'ai un intérêt personnel là-dedans, je suis citoyen américain, je vis ici. Je veux que les États-Unis soient économiquement viables et rentables. Mais ça marche pas si bien, n'est-ce pas? Alors, bien que M. Trump ait déclaré aujourd'hui que les États-Unis allaient d'une façon ou d'une autre obtenir 10 à 7 trillions de dollars d'investissement, il n'est visiblement pas très bon en mathématiques, parce qu'il a évidemment ajouté 2 zéros à ce chiffre. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Et donc, chaque fois que vous parlez de ça, vous avez tous ces Kellogg, tous ces présidents vous savez, de l'état-major interarmé, monsieur, enfin, peu importe son nom, le général de l'armée de l'air américaine ou l'académie de l'USR. Force. Et toutes ces choses, est-ce qu'il comprend seulement ce qu'il regarde? Non, non. Ils ne comprennent pas. Même ceux qui ont une sorte de sens de ce qu'ils touchent, en particulier, n'importe quel général américain, ils n'auront pas le droit de s'écarter de ce terrain de compte de faits américains à propos de leur armée. Et pour une raison quelconque, je ne sais pas pourquoi, les États-Unis croient sûrement qu'ils possèdent la plus grande force aérienne de l'histoire. Je veux dire, ils ne savent probablement pas que l'armée rouge disposait de la plus grande aviation tactique opérationnelle du monde en 1945, avec une expérience de combat simplement inégalée. Je ne parle même pas, bien sûr, des exagérations sur les victoires aériennes de la Luftwaffe, mais encore une fois, ce sont ces perdants qui ont écrit tous ces documents et rédigé l'histoire de la Seconde Guerre mondiale pour l'armée américaine ou les forces armées américaines. Alors, qu'attendez-vous? Vous avez ce qu'on appelle des châteaux de sable. Et que se passe-t-il avec les châteaux de sable? Ils sont essentiellement exposés pour ce qu'ils sont par les vagues qui arrivent et en général, ils finissent simplement emportés. Et c'est précisément ce qui s'est passé. Voilà pourquoi le New York Times se lamente en disant « Oh mon Dieu, cela va exploser ». Non, va exploser, c'est déjà totalement exposé. C'est technologiquement dépassé. La table d'organisation et l'équipement des forces armées américaines sont ceux des forces armées des années 1990. L'Europe n'y figure même pas, à l'exception de ce qui est, en gros, la dissuasion nucléaire de la France. Mais en termes de forces conventionnelles, c'est pathétique. C'est, en fait, du tiers-monde. Mais que savons-nous? Nous regardons les faits, nous regardons les chiffres réels. Et puis, il y a cette rengaine constante, je veux dire, cette affirmation sans arrêt, à propos de la meilleure force de combat de l'histoire, qui n'arrive pas à gagner une guerre, à propos de cette armée technologiquement la plus avancée. Très bien, et alors? Avançons. Oh mon Dieu, nous avons Foreign Policy. C'est en fait très intéressant, parce que c'est un média néo-russe qui tape fort. Et regardez ça, la Chine et la Russie gagnent la course des missiles hypersoniques. Très bien, mais il était censé s'agir de la plus grande et de la plus puissante armée du monde. Et pourtant, on lit les États-Unis rattrapent leur retard avec de nouvelles armes qui vont bientôt entrer en service. Non, les États-Unis n'ont pas d'armes qui vont entrer en service bientôt. Et surtout, quand on considère le fait que les États-Unis et même la Chine n'ont rien qui soit dans le même univers que, par exemple, le missile antinavire 3M-22 Zircon, lequel dispose aussi d'un mode de réserve contre les cibles terrestres et qui a déjà été utilisé combat avec un effet dévastateur. Donc, les États-Unis n'ont même pas d'armes hypersoniques à longue portée, également appelée Dark Eagle, en capacité opérationnelle initiale, et malgré cela, ils essaient encore de dire qu'ils rattrapent leur retard, les États-Unis n'ont rien, pas, même de missiles supersoniques capables de frapper
tout ce qui bouge. Et voilà où nous en sommes. Mais vous savez quoi? C'est intéressant. Si vous êtes une si grande armée, comment se fait-il que vous ayez perdu cette course? Et les États-Unis l'ont perdu parce que, évidemment, il ne s'agit pas d'un seul système d'armes. Les armées combattent en tant que système et en tant que système de système. Et cela signifie quoi? Un système. C'est quoi? Pas seulement des armes de frappe, mais aussi la défense aérienne, la défense antimissile, balistique, la constellation satellitaire. Mais pouvez-vous imaginer expliquer cela à un imbécile sorti de l'école de journalisme de Harvard ou de Stanford ou d'ailleurs? Oui, c'est inutile. Et puis, pendant que Foreign Policy, dans ce qui est, vous savez, un rare moment de lucidité, affirme il y a 2 jours que Zelensky perd le contact avec la réalité. Il est difficile pour quiconque de donner du sens aux dernières réformes militaires du président ukrainien. Mais c'est pas une question de réforme. Peu importe comment vous changez les draps dans un bordel, cela n'augmentera pas la rentabilité. Donc, au lieu de déplacer le mobilier du bordel ou de changer les prostituées, mais évidemment, cela ne fonctionne pas ici, parce que l'Ukraine est sûrement à court de population. Et donc, maintenant, si vous regardez attentivement le rapport de M. Gerasimov à Vladimir, Poutine, lors du bilan de la campagne, voici ce que nous avons, c'était hier. L'armée russe avance dans presque toutes les directions, a déclaré le chef d'état-major général Valéry. Gerasimov, lors de l'inspection de l'exécution des missions de combat par le groupe central de l'armée russe. Oui, il s'agit d'une traduction automatique, elle est mauvaise, mais l'essentiel est là, l'armée russe avance dans presque toutes les directions, dans la zone de l'opération militaire spéciale. Et oui, c'est très actif. Et si vous regardez le bilan d'hier, vous pouvez le voir. Par vous-même, ça progresse. Et, que puis-je dire? Je ne veux pas mettre en pause ici la vidéo montrant comment l'OTAN entraîne ces nazis des forces armées ukrainiennes et ce qui s'y passe. Mais cette vidéo circule déjà, et elle est très choquante. Elle montre un soldat ukrainien utilisant une femme avec son enfant comme bouclier, se cachant derrière eux. Puis, bien sûr, 2 soldats russes essaient de sauver la femme. Finalement, ils les abandonnent, ils blessent cette femme, et ensuite un drone ukrainien FPV arrive et tue la femme déjà blessée. Voilà l'entraînement de l'OTAN. Voilà comment les États-Unis et l'OTAN seront retenus dans les mémoires avec leurs forces armées. Ils ont soutenu un régime nazi et en tant que tel, les États-Unis ont perdu tout droit de parole sur toute question concernant, en gros, la résolution du conflit. Résolution que nous connaissons déjà. Il ne reste qu'à préciser les modalités de l'avancée de l'armée russe qui progresse chaque jour. Et donc, vous savez quoi? Oui, Trump, vous avez vu par vous-même qui est Trump, et M, Lavrov, que puis-je dire? Voilà. Cela résume bien la situation. Lavrov parle aujourd'hui de la déception de Trump concernant les discussions sur l'Ukraine. Plus personne ne se soucie de ce que pense la Maison-Blanche, de ses déceptions ou de ses préoccupations. Les États-Unis, en soutenant le génocide à Gaza, en soutenant un régime nazi à Kiev, ont perdu toute base morale pour exiger quoi que ce soit ou pour se dire déçus. Et voici ce que dit M. Lavrov. Le président américain veut des solutions rapides qui ne sont pas toujours possibles, a déclaré le haut diplomate russe. Eh bien, la raison pour laquelle il veut des solutions rapides, c'est parce que, comme vous l'avez vu par vous-même, Trump est un homme très inculte et il vieillit. Ce n'est pas Biden, évidemment, ne vous y trompez pas, il est très lucide, mais son narcissisme et son désir de solutions rapides vous disent tout ce que vous devez savoir. Les États-Unis n'ont pas de grande stratégie, ils n'ont pas de professionnels capables de développer des grandes stratégies parce que, fondamentalement, tous ces soi-disant politologues issus de Harvard, de Stanford, de Brown University, ce sont des imbéciles. Et la stratégie et les politiques de défense des États-Unis ont été écrites
est conçu par des imbéciles. Regardez le RAND. Ce sont des clowns. D'abord, ils font évidemment toutes les études que vous pouvez leur commander, tant que vous les payez. Ils sont capables de produire n'importe quelle étude, tant que l'argent est là. C'est la seule chose qu'ils savent faire. Et quand vous regardez attentivement à travers le tableau d'ensemble de ce qui se passe, actuellement, c'est une catastrophe. Et c'est une catastrophe des élites, parce qu'elles sont non seulement incompétentes, mais traîtres. Quand vous regardez attentivement le Congrès américain, mon Dieu, il ne se préoccupe que d'Israël. Il se moque des États-Unis. Ce ne sont qu'une bande de lâches. Pas tous, mais la plupart d'entre eux sont corrompus, manipulés, et ainsi de suite. Et c'est pour cette raison que les États-Unis ne parviennent toujours pas à se libérer des chaînes de ces politiques insensées des 30 dernières années. Ils croient avoir gagné la guerre froide. Ceux qu'ils ont, dans un certain sens, remporté, mais pas de la manière dont ils pensent l'avoir fait. Ils ne l'ont jamais été. L'armée américaine était en réalité la 12e armée du monde avant la Seconde Guerre mondiale. Pour vous donner un exemple, les États-Unis n'ont pas de tradition d'armée continentale, de véritable armée continentale, ce qui signifie des armées permanentes avec un grand nombre de personnel, dotées d'une puissante organisation et d'un équipement structuré. Et nous avons nous-mêmes vu comment tout cela a finalement abouti à la situation actuelle, et nous en sommes là maintenant. M. Trump est déçu, il ferait mieux de s'y habituer. S'y habituer parce que c'est ce qu'il va continuer à vivre. Les Russes n'en ont rien à faire. Si Trump décide de faire quelque chose de positif, bien sûr, les Russes en parleront. Ils feront des propositions, par exemple. Nous continuons à mener des négociations à huis clos. Mais vous ne pouvez pas expliquer cela à quelqu'un du département d'État ou du Congrès américain ou à ces diplômés, la plupart des imbéciles issus de toutes ces formations en relations internationales, des diplômes de Georgetown en gouvernement, ou leur faire comprendre ce qu'est le monde réel. Ils sont incultes, vraiment mauvais. Et nous l'avons vu de la manière la plus flagrante, car comme nous le savons, c'est, vous savez quoi, un nuage d'ailleurs, la mauvaise cause, ou par exemple, comme l'ont écrit les pères fondateurs, James Madison notamment, la mauvaise cause échoue rarement à se manifester dans les Federalist Papers. Et oui, cette mauvaise cause s'est manifestée à tel point que nous sommes en fait à un tournant historique. L'Occident est terminé. Mais la Pologne étant la Pologne, regardez ce qu'elle a fait. La Pologne a bloqué la Chine, oui. Si vous regardez aujourd'hui la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, vous verrez par vous-même que les Polonais ont complètement fermé les voies ferrées à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne elle-même. Et comme vous pouvez le constater, la Pologne commence à tuer l'Europe qui est déjà, pour toute fin utile, essentiellement morte. Et comme vous pouvez le voir sur cette carte, la Chine souffre également à cause de cela, parce que c'était l'idée de l'initiative Belt and Road qui, en réalité, ne progresse pas pour une raison simple. L'Europe sera pauvre. Elle devient déjà pauvre et en tant que marché, elle ne sera pas solvable longtemps maintenant. Et que puis-je dire? Vous avez vu vous-même ce que M. Trump a fait au roi d'Angleterre. Mon Dieu! C'est un véritable spectacle de clown. Et c'est pathétique que nous ayons des gens comme Stavridis ou Kellogg, ces imbéciles, qui ne comprendraient rien à la guerre moderne et qui prétendent donner des conseils sérieux. Ils ne le font pas. Stavridis est vexé, comme la plupart des hauts gradés américains, parce qu'ils ont été ridiculisés par des incompétents. Et les résultats sur le terrain en Ukraine vous disent tout ce que vous devez savoir sur les capacités de l'OTAN. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et comme toujours, à la fin, ceux qui apprécient ce que je fais, veuillez vous abonner à ma chaîne. Et ceux qui le peuvent, soutenez-moi sur Patreon ou offrez-moi un café. Que puis-je dire? Passez une excellente fin de semaine et je vous reparlerai bientôt